Bienvenue dans votre émission d'entretien BET Talk. Ici, c'est le coin des discussions et des confidences. Je reçois des invités en mode cosy et on se dit tout, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, je reçois une figure de la jeune garde du rap français, une des plus belles éclosions solo de la scène rap de ces dernières années. Salué pour son inventivité, il jongle avec aisance entre rap et chant. Après des débuts avec son groupe l'AMZ, il s'est envolé avec succès vers une carrière solo dans laquelle il multiplie les collaborations. Son premier album, Jock Rambo, a rencontré une large adhésion du public. Celui qui se surnomme Big Daddy Jock vient nous présenter son deuxième album, Jock Travolta. Il s'agit bien sûr de Joker. Salut. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Ça va, nickel. Bah écoute, merci d'être là pour la première fois sur BET. C'est un honneur pour moi d'être là. Merci pour l'accueil et tout. C'est terrible. Ouais, bah, je suis enchantée. Merci. Je te propose pour commencer que le public te découvre à travers 5 dates que j'ai choisies pour toi. Est-ce que ça te va? Ça me va. Allons-y. Eh bien tout de suite, c'est Joker en 5 dates. Eh bien, Joker, pour commencer par ces 5 dates que j'ai choisies, on va commencer par 1991, qui est l'année de ta naissance. Ouais. Alors, toi, tu es né à Paris en 1991, donc, et tu as grandi dans le 13e arrondissement. Ouais. Alors, on imagine souvent que Paris est mieux loti que certaines banlieues, mais tu le dis aujourd'hui sans détour, tu as grandi dans une famille pauvre. Ouais. Quel souvenir tu regardes de cette époque? Là, je vois la station de métro Chevaleret. Je suis né dans le 19e. Je suis né dans le 19e arrondissement de Paris. Et quand je vois cette station de métro, ça me rappelle mon premier déménagement. Donc, tu es né dans le 19e et tu as déménagé dans le 13e. C'est ça. À Je suis né Chevaleret. à rue Petit, à métro Laumière. Et on a déménagé à Chevaleret, ça veut dire avec mon grand frère et mes 2 parents, en métro. Ça veut dire ce qu'est le métro, on devait descendre les meubles et tout. Genre faire le changement Laumière, ligne 5, Ouais. jusqu'à Place d'Italie, prendre la ligne 6, Place d'Italie, Chevaleret, avec tout, les bagages, faire au moins une vingtaine d'allers-retours. Waouh. C'est Ça, tu t'en souviens bien. C'est ça, j'ai quelques flashs. Mon grand frère, il connaît il connaît les lignes de métro par cœur de la 5 et la 6 grâce à ces vingtaines d'allers-retours qu'on a fait. Et quel souvenir tu gardes un petit peu du 13e arrondissement dans les années 90? Le souvenir, terrain vague, un Ouais. grand terrain vague, parce que c'était à l'époque, il n'y avait pas François Mitterrand, ça n'existait pas. Ouais. Et pas la ligne 14 n'existait pas. C'est-à-dire que j'en ai resté 1 an habité juste en face du métro Chevaleret pour après se retrouver 2 kilomètres plus loin, au numéro 5 de la rue, qui est une rue super longue. Et en fait, le métro et la rue Chevaleret, ça n'a vraiment rien à voir. Ouais. Enfin, il y a le début de la fin de la rue Chevaleret, il y a le métro. Et nous, on était 1 an après avoir habité sur le boulevard Vincent-Auriol, en face du métro, on a déménagé tout au bout. Et il y avait un trottoir où il y avait tout, et sur tout l'autre trottoir qui était tout... c'était un grand terrain vague, il n'y avait que la BNF à l'époque, la D'accord, Bibliothèque la nationale de bibliothèque, France. Et j'ai vu tous les bâtiments se monter, le quartier s'embourgeoisir en même temps. Et le souvenir que j'ai du 13e des années 90, c'est un grand terrain vague. Ouais. Un grand terrain vague. Oui, parce que d'ailleurs, le boulevard Vincent-Auriol est connu pour les incendies qui avaient Les touché incendies, les immeubles délabrés. En 2005. Oui, en 2005. Mais à l'époque, j'étais au collège. J'ai perdu des amis dedans. D'accord. J'ai perdu même un très 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 bon ami avec qui je jouais au basket. Et on était au collège, ça s'est passé quoi, 1 semaine avant la rentrée. Ouais. À la rentrée, on a été suivis par des psychologues et tout parce qu'on a tous été vraiment C'est touchés. choquant, ouais. Ouais. C'est extrêmement choquant. Ouais. Il y avait beaucoup de familles d'origine africaine dans C'est cet ça. immeuble. Il y avait énormément. C'était un immeuble où moi j'étais en école primaire avec eux. J'ai fait la primaire, d'où le métro Chevaleret. D'accord. J'ai vu que j'habitais sur le même boulevard en fait. Ok. J'habitais en face, mais un peu plus en bas. D'accord. Et je me souviens qu'en CP, il y avait déjà eu un incendie dans le même immeuble. Et un matin, je suis allé à l'école, il y a Abdoulaye et Mamadou qui arrivent. À l'époque, on était 3 potes, on se prenait pour les tout bûchuis. Il y avait Abdoulaye, Mamadou et moi. Et un matin, ils sont arrivés sans cartable et tout. Et M. Valentin, le prof de CP, qui avait dit « Ouais, mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils avaient dit « Ouais, il y a eu un incendie. Mais il n'y a pas eu de dégâts physiques, vu que tout le monde a réussi à s'en sortir avant. » Et quelques années après, il y a rebelote, et là, il y a eu des Beaucoup de morts, ouais. Oui, donc c'est vraiment ce contexte dans lequel tu grandis et malgré tout, tu parviens à faire éclore ta créativité. En 2004, tu as 13 ans et c'est à cette période que tu commences le rap. Ouais. Alors comment ça t'est venu? Comment ça m'est venu? J'étais fan tout simplement des mecs qui me faisaient rêver. Les mecs qui me faisaient rêver à l'époque, c'était les Noirs américains.
les premiers Noirs américains qui m'ont vraiment fait rêver, qui m'ont donné envie de rapper, et ça a été les mecs du Sud, les Mike Jones, les mecs des rappeurs du Texas. D'accord. Et après, je faisais des allers-retours en famille d'accueil en Suisse à l'époque. Et j'avais une grande sœur, Marlise, avec qui on avait fait une sortie dans une ville qui s'appelle Thun. Et elle m'avait dit, ouais, choisis un DVD. Tu prends le DVD que tu veux. Et moi, je regarde les rayons français. Et je vois une pochette où je vois des Renois avec des bijoux. Je dis, bah, vas-y, je prends ça. Et en fait, c'était un documentaire sur le G-Unit. D'accord. Et je rentre à la maison là-bas, en Suisse, je mets le DVD. Et je suis trop fan des mecs, en fait. Genre, ils me parlent comme j'ai envie qu'on me parle. Ils me montrent des choses que j'avais envie de voir, ces choses. Genre, et je suis tombé fan. Il y a des thèmes qui te touchent dans ce qu'ils disent. Dans leur réussite, on parlait ça parlait de l'enfance de tous les membres du G-Unit, comment ils ont fait pour s'en sortir, etc. Ouais. Et moi, en fait, là où j'étais en Suisse, c'était une association pour les enfants défavorisés qui n'arrivaient pas à aller en vacances, une association qui s'appelle Covive. Et je me sentais représenté par ces mecs-là, en fait, par ces Américains qui arrivaient à dire ce que moi, j'arrivais pas à dire. Que quand tu es petit, tu as du mal à dire que tes parents ils sont pauvres, tu as du mal à dire que tu n'as pas envie d'entendre ça. Et ben tu vois des mecs qui disent ben, je viens de là et regarde aujourd'hui, je roule en telle voiture, regarde les filles que j'ai, regarde les bijoux que j'ai. Et directement, ces mecs-là, ils m'ont vendu du rêve et je les ai suivis. Il y en a qui peuvent croire, il y en a qui verront le mal dedans. Moi, j'en ai tiré que du bien à cette époque. Ça t'a motivé, quoi. Ça m'a motivé. Ouais. Et donc, il paraît que pour progresser, tu clashais tes camarades. C'est ça, j'avais un... Bon, c'était l'époque des clashs, il y avait le film Eminem qui était sorti avant 8 Miles. Et il y avait un ami, on avait un pote qui venait souvent devant le collège, Sofiane. Et lui, c'était un mec qui était déjà passionné de musique. Il était plus âgé que nous. C'est-à-dire qu'il avait tout le matériel, les ordinateurs, les micros et tout. Et on se clashait pour rigoler. Et un jour, comme ça, je fais un match de basket, j'ai un pote qui me dit « Ouais, Sofiane, il t'a clashé. » Je dis, comment ça, il m'a clashé? Je n'étais pas là. Il me dit, il me fait écouter le son. Je dis, comment il a fait pour enregistrer? Comment il a fait pour enregistrer le son? Mon pote, il me dit, t'inquiète, moi j'ai un micro chez moi. Il a téléchargé un logiciel qui s'appelle Audacity. Je lui ai répondu, mon premier enregistrement, c'était un clash. Je lui ai répondu comme ça. Et ça motive, hein. C'est ça, ouais. Et tout notre entourage, genre, ça a fait un effet boule de neige. Genre, tout le monde avait le son, etc. Et au final, j'avais remporté le clash, évidemment. Bravo, bah ouais, forcément. Et c'est tombé dans l'oreille de mon grand frère, qui est Davidson. Ce que je voulais pas du tout à la base. Il a dit, bah, j'ai kiffé, viens, je vais payer des heures de studio pour que tu puisses faire ta passion. Bah, tu tombes très bien, tu as fait la transition pour moi puisqu'on arrive à la date 2006. Ouais. Donc effectivement, Davidson repère tes talents et donc il te paye, et à toi et à d'autres jeunes du quartier, parmi lesquels HP et Demo, des sessions dans un studio d'enregistrement. Ouais. Et vous devenez un collectif d'artistes, la Mafia The Tray, donc évidemment The Tray 13. Ouais. Et à trois, vous formez donc la MZ et vous explosez avec le clip original Aime cette musique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le concept de ce clip? À la base, on était beaucoup plus que trois. Ouais. Ils s'occupaient de nous, c'était par rapport à... on en revient au clash, tu rappes, je m'occupais de toi, autour de toi, tu as des mecs qui gravitent autour de toi, ils ne les connaissaient pas forcément. C'est dit, c'est tes amis, vas-y, je vais m'occuper de toi et tes amis. Et c'était arrivé à l'époque de 2007-2008, il y a eu une époque où il y a eu l'arrivée du rap si je peux dire entre guillemets, du rap de blanc. Où nous, des mecs qui venaient du même endroit que nous, de Paris-Sud, tels les mecs de l'entourage, ils étaient beaucoup... c'était pas vraiment de leur faute à eux, mais on estimait qu'ils étaient beaucoup bastonnés et tout, médiatiquement. Et nous, c'était tout nouveau pour nous, etc. Et comment faire pour qu'on puisse parler de nous? Ouais. On a fait un clip, on a mis des blancs à notre place, qui rappaient à notre place. Ouais. Et de là, les portes elles se sont ouvertes, signatures, etc. et on arrivait en fait à des endroits où les gens, en fait c'est vous, ouais, c'est nous. Et ouais, vous avez bluffé tout le monde. Quoi. Vous avez, mais c'est vrai que c'est impressionnant du coup quand on voit le clip. Donc c'était vraiment en fait une espèce de gros coup de bluff qui vous a ouvert les portes. Donc grâce à ça, vous signez chez Arista, qui est un label de Sony. Ouais. Et à l'époque, enfin t'es quand même hyper jeune en 2006. Ouais. Qu'est-ce que ça représente? Ah non, le clip, ça c'était après 2006. C'était longtemps après 2006. Les signatures, plus tard, ouais. Les signatures, ça s'est fait en
2012. Oui, c'est vrai. 6 ans après, Mais 2012. t'avais quand même 21 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai signé à 20 ans. J'ai Ouais. signé en maison de disque à 20 ans. Mais franchement, c'est une époque différente d'aujourd'hui. Ouais. À l'époque, aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes de 17, 18 ans qui percent. À Mhm. l'époque, c'était inconcevable dans le Ouais. rap. Dans le rap français, c'était impossible qu'un mec qui n'a pas passé, par exemple, le quart de siècle puisse percer dans le rap parce que, tout simplement, le game était différent, les réseaux sociaux n'existaient pas. Le seul réseau social qu'il y avait, c'était Facebook. Et c'était pas vraiment un réseau social amené à pouvoir vendre sa musique. Il y avait MySpace, qui était Mhm. très compliqué d'accès C'était plus entre artistes, on échangeait sur MySpace. C'est-à-dire que c'était vraiment une période très différente et c'était vraiment dur. Et je le savais à la minute où j'ai signé que c'était là que les vraies choses commençaient. C'est parce que, à vrai dire, tu signes, on te donne tout ce qu'on te donne, c'est une vitrine. Ça ne fait pas vendre de disques, une signature. Ça ne te fait pas sortir de la cité. Ça te fait parce que j'ai signé et j'ai signé. Le lendemain, je suis parti dormir sur mon lit superposé et Ouais, ça n'a pas transformé ta vie ça n'a du pas jour au transformé ma lendemain. vie, mais Ouais. j'ai su que c'était quand même Ouais. un, C'était une étape. en c'était une fait, étape, vers, c'était un déclencheur. de me dire ouais, tout ce que tu as fait toutes ces années, bah, ça n'a pas servi à rien, ça t'a ramené là. À toi maintenant de faire tout pour pouvoir sortir de là d'où t'es, c'est tout. Bah, vous mettez vraiment en œuvre tout ce qu'il faut pour sortir de cela, puisque entre 2007 et 2016, vous sortirez 2 albums et 6 mixtapes. Ouais. Ça fait presque un projet par année. C'est ça. Et donc, c'est énorme. Hein. Ouais. Ça nous emmène à la prochaine année qui est 2016. Donc vous êtes porté par le hit Les Princes en featuring avec Nekfeu. Ouais. Et donc ce deuxième album, La Dictature, est disque d'or. Ouais. Vous êtes à l'apogée de votre succès, mais c'est un succès en demi-teinte parce que vous avez l'impression de faire que même si vous faites salle comble et que vous vendez beaucoup, les médias ne vous couvrent pas tant que ça. Seul votre featuring avec Nekfeu sera joué sur Skyrock, par exemple, ça. ce qui est assez étonnant puisque c'est l'intégralité de l'album qui a été disque d'or. Ouais. Et on parlera aussi très peu du fait que vous avez été le premier groupe français à vous produire au Bataclan à sa réouverture après les attentats de novembre 2015. Ouais. Est-ce que tu avais l'impression qu'il y avait un problème du côté de votre médiatisation que tu avais déjà pressenti avec ton clip Il y a plein de choses qui m'ont ouvert les yeux par rapport à ce projet. Déjà, c'est un projet, s'il s'appelle La Dictature, c'est parce que Davidson, à l'époque, on sortait d'un terrible chèque, un album qui était passé à la trappe. Et il avait dit, ben, je vais tout prendre en main, des séances studio jusqu'à la pochette de l'album, au clip. Et le nom de l'album, il va porter mon nom, qui est La Dictature. Comme ça, si ça marche, c'est grâce à moi. Si ça échoue, c'est à cause de moi. Et même le feat avec Nekfeu, on s'était rencontrés à un festival à Nice. Davidson, c'est vraiment Davidson qui tenait vraiment à ce qu'on fasse un feat avec Nekfeu. Parce qu'à l'époque, on était un groupe, on ne faisait pas de feat. Il tenait vraiment à ce qu'on fasse un feat avec Nekfeu, artistiquement. Et il lui a dit, yeux dans yeux. De l'autre, c'est aussi on sait que tu vas nous aider. Tu es le mec qui va nous aider à conquérir la France, tout simplement. Et à vrai dire, il a vu juste le seul morceau qui est passé de moi depuis que j'ai commencé à rapper sur une radio nationale, c'est le feat avec Nekfeu. Et souvent, j'entends des gens dire « Ouais, mais me starifier, etc. » Mais mon seul morceau à la radio qui est passé, c'est parce qu'il y avait Nekfeu. Et j'en suis super conscient dans le sens où, quand Nekfeu il a sorti un tube juste après, et ben Les Princes, il est sorti de la playlist radio. Donc c'était Nekfeu en fait, ouais, voilà, que suivaient les médias, et alors que les ventes n'étaient pas du tout... c'est ça. Enfin, voilà, après, il nous a beaucoup aidés. Ouais. Mais on est dans un pays où, médiatiquement parlant, la MZ, moi, comme mon ancien groupe, n'a jamais été poussé. Par exemple, quand on parlait de la réouverture du Bataclan, j'avais un ami qui travaillait chez M6 et qui avait demandé à ce qu'on fasse un documentaire sur ça. Vu que c'était quand même après les attentats. On est le premier groupe français qui réouvre le Bataclan aux attentats. Et ils lui ont répondu quoi? Non, on va se consacrer à Big Flo et Oli. Ils ont un profil qui plaît plus à la ménagère. On a beau dire ce qu'on veut, rap, musique noire, etc., ça ne nous appartient pas du tout en France. Ouais, que malgré tout, même en étant un rappeur qui a un registre entre guillemets attendu, pour avoir de la visibilité... Il faut avoir de la visibilité, il faut plaire à la ménagère, Ouais. il faut être caucasien, il faut être... Et après, quand il y en a qui diront non, mais regarde, il y a des rappeurs noirs on les voit un peu partout. Non, on les voit partout parce qu'ils le veulent. Moi, il y a la plupart des rappeurs noirs aujourd'hui que je vois et à qui on attribue
une certaine vitrine, je trouve que c'est pas la vitrine qu'ils méritent. Ouais, Ils c'est méritent en beaucoup deçà plus. ouais. Des mecs comme Nino, Niska ou Damso, moi j'aimerais bien les voir, moi, dans 50 Minutes Inside. C'est tout ce qu'ils méritent avec les chiffres des ventes qu'ils font. Et ce qui nous emmène à 2017, Mhm. donc dernière date. Donc là, donc vous êtes séparés malgré le succès. On ne va Ouais. pas s'attarder dessus, mais voilà, j'imagine que ça n'a pas été simple. Et donc tu t'engages dans une carrière solo. C'est une année qui est très productive pour toi. Tu sors 3 EP, Big Daddy Joke, Je suis Daddy et Joke Pololo. Ouais. Tu livres aussi une quantité impressionnante de collaborations avec Sadek, Mac Taylor, Al Capote, Esprit Noir, Dean Burbigo, Chilla, Madame Monsieur, entre autres, donc des genres en plus très très différents. Ouais. Et puis sort ton premier album, Jock Rambo, l'année suivante. Elle a salué à la fois par les critiques et par le public. Et on te reconnaît comme l'un des rappeurs les plus prometteurs de ta génération. Rapidement, puisqu'il va falloir passer à ton actualité, comment tu vis cette reconnaissance? Ben, en fait, il a fallu, après la séparation du groupe, parce que les gens ne me connaissaient pas. Ils me connaissaient par rapport au nom de mon ancien groupe. Ça veut dire qu'il fallait que je bombarde en tant que Joker pour installer le nom de Joker dans l'univers du rap français. Et je pense que ça a été un pari qui a été relevé parce que en sortant d'un groupe, c'est très compliqué. C'est très compliqué de pouvoir s'installer en artiste solo, ce que les gens ont du mal à comprendre aujourd'hui, je pense. Surtout lorsqu'on sort d'un groupe où ça s'est mal passé à la séparation. Ou surtout lorsqu'on sort d'un groupe où à la séparation, on a été vu comme le méchant, comme la personne à cause de qui le groupe s'est séparé. Ça a été très, très dur. C'est pour ça qu'il fallait que j'envoie de la musique. Et c'est pour ça que tu es là. D'ailleurs, on va voir tout de suite la suite avec ton actualité et ton nouvel album. Tout de suite, l'actu de Joker. Joker, alors ton nouvel album Jock Travolta est sorti en mars. Je te propose d'ailleurs, et je propose aux gens qui nous regardent, qu'on découvre un extrait de ton dernier clip, Bonbon à la menthe. Ok. Je rafraîchis sa langue, la température augmente. À la menthe. Je rafraîchis sa langue, la température augmente. À la menthe. Je rafraîchis sa langue, la température augmente. À la menthe. Je rafraîchis sa langue, la température augmente. Ce qui est impressionnant dans cet album et dans tous les titres qui le composent, c'est que, et dans tes morceaux d'ailleurs en général, c'est ton éclectisme, ton ouverture musicale, tu chantes et tu rappes, tu passes de l'un à l'autre avec une grande fluidité. Tu collabores avec des artistes aux univers très différents, on a déjà cité quelques-uns, mais il y a Shaim aussi par exemple. Tes clips ne ressemblent à ceux de personne et on a l'impression que tu te positionnes toujours quelque part dans l'expérimentation. Où est-ce que tu puisses tes influences? Un peu partout. Mes influences, elles sont... Déjà, avant de puiser de chercher des influences, j'essaye d'être moi-même un influenceur. J'essaye de moi-même être... de pouvoir faire un style musical qui n'a jamais été écouté en France, qui n'a jamais... être un précurseur dans ce que je fais, créer moi-même mon style musical avant tout. Et les mecs qui m'inspirent déjà de base sont des mecs qui eux-mêmes ont influencé leur époque. C'est-à-dire que c'est... Ça peut aller de Michael Jackson à The Weeknd. Aujourd'hui, un mec comme The Weeknd, c'est avant d'avoir écouté du The Weeknd, j'avais jamais entendu du The Weeknd avant. C'est vrai. Je pense que les gens qui ont entendu de Michael Jackson à Thriller avant d'entendre Thriller, ils n'avaient jamais entendu de Thriller avant. C'est ce genre de mec qui m'inspire. Tu veux être ta propre référence d'une certaine manière aussi. Il y a une question qu'on a déjà évoquée auparavant, qui est la question du racisme, qui est toujours très présente dans tes textes. Tu dis par exemple dans l'un de tes titres, on me traite de sale noire. C'est important pour toi de t'exprimer sur ce sujet parce qu'il te touche personnellement? Ça me touche personnellement dans cette phase où je dis on me traite de sale noire. Je dis depuis les négriers de la Loire, on me traite de sale noire parce qu'on a souvent tendance en France, à chaque fois qu'on parle de la cause noire, oui, mais on n'est pas aux États-Unis. Et c'est pour ça que dans ce morceau, j'ai voulu vraiment souligner le fait de dire depuis les négriers de la Loire, de savoir, pour que les gens sachent que ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas les Américains. Les Américains, ça n'existait pas à l'époque. C'était les Européens et plus particulièrement les Français. Les négriers partaient de la Loire, qu'on visite aujourd'hui avec de Nantes, de Nantes, de Bordeaux, etc. Et aller les récupérer en Afrique subsaharienne pour les ramener soit en Amérique latine ou en Amérique du Nord, dans des États qui, à l'époque, étaient français, dans des champs ou bien des maisons qui étaient gouvernées par des Français. Certains le sont toujours, certains, je pense aux Outre-mer. C'est ça.
exactement. Mm. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème américain, Mm. c'est un problème européen, français, c'est un problème espagnol, c'est un problème anglais, c'est un problème portugais. C'est-à-dire qu'avant tout, ce que j'aimerais, moi, c'est que le français le sache et ils disent OK. Tu vois, parce que en Amérique, ils le font. Mhm. Genre, les Américains reconnaissent leur tort par rapport à certaines choses passées. Et en France, on a du mal à reconnaître nos torts et on cherche souvent le tort chez les autres. Mm. Or, regarde, aux États-Unis, ils ont tué un noir. Mais quand en France, on va tuer un noir, ah ouais, mais non, mais c'était une racaille, c'était... Non. Reconnaissons nous-mêmes nos propres torts avant de chercher ailleurs. Tout autre sujet, le titre de ton album, c'est quand même John Travolta. Ouais. Est-ce que tu peux me dire ce que représente John Travolta pour toi, l'acteur fameux L'acteur, c'est ouais. l'acteur Acteur, préféré. danseur, d'ailleurs, C'est chanteur. ça, c'est ça. Par rapport à ça, l'acteur préféré de ma mère, D'accord. c'est un influenceur qui a influencé dans les années 70 en Côte d'Ivoire tous les jeunes ivoiriens. Aujourd'hui, on parle en Noussi, on parle beaucoup en Nouchi, etc. À T'es l'époque, d'origine ivoirienne, en fait. ivoirienne, Ouais. ma mère, elle m'a dit qu'à l'époque, de La Fièvre du samedi soir, quand c'est sorti, tous les Nouchi, les mecs de la rue en Côte d'Ivoire, ils se prenaient pour John Travolta. Ah, c'est génial. Genre, ils essayaient d'avoir la même démarche, la même prestance, etc. Et en grandissant, en s'intéressant plus au personnage, tu te rends compte que c'est l'un des artistes les plus complets de sa génération. Le mec, comme on dit, il nous a montré qu'il savait danser dans La Fièvre, chanter dans Grise et dans tous les autres films, dans Double Face, dans Pulp Fiction. Dernièrement, dans la fiction sur O.J. Simpson, il était très C'est ça, ouais, très il jouait le impressionnant. rôle de l'avocat. de l'avocat, ouais, super chaud. J'avais oublié même ce rôle qu'il avait. Il était complètement méconnaissable, c'est ça, d'ailleurs. Ouais. Bah, écoute, très bien, on a en tout cas percé le mystère de ce titre. C'est ça. Et je te propose maintenant un exercice en fait qu'on propose à tous nos invités en fin d'émission. Ok. Tout de suite, c'est le questionnaire Pivot par Joker. Joker, puisque tu n'as pas la langue dans ta poche, je te propose un exercice qui devrait te plaire. Je t'invite à te prêter au fameux questionnaire de Bernard Pivot, qui était un présentateur télévision très connu dans les années 80 pour avoir animé Bouillon de culture et Apostrophe, où se bousculait l'élite culturelle de l'époque. Ce questionnaire adapté du questionnaire de Marcel Proust il a même traversé l'Atlantique puisqu'il a été proposé à d'immenses acteurs comme Al Pacino ou Robert De Niro. Ok. Est-ce que tu es prêt, Joker? Je suis prêt. Quel est ton mot préféré? Mon mot préféré, c'est triste, mais c'est dans l'endroit où j'ai grandi, c'est comme ça. C'est Wallah. D'accord. Genre, c'est là où j'ai grandi, le Wallah, c'est un point à une phrase. Et pourquoi c'est triste? Parce que je pense que c'est pas un mot qu'on devrait employer comme ça. D'accord, ça c'est un peu... Parce que ça veut dire Dieu, en fait. Ça veut dire, c'est juré, Ouais. c'est juré. Et c'est à chaque fois, en fait, de finir une phrase pour te montrer ta sincérité à la personne, et c'est de dire Wallah. Alors, quel est le mot que tu détestes? Black. En Ouais. France. Black. Je préfère qu'on dise noir. Ouais. Le mot que je déteste en France, c'est black. On est d'accord. Quel est ton plat préféré? La tchéké. Le quoi tchéké, les deux mixés. D'accord. Voilà, D'accord, c'est d'accord. des plats d'Afrique de l'Ouest. Très bien, très symbolique de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Quel est le son, le bruit que tu aimes? Le switch dans basket. D'accord. Quand une balle elle rentre dans un panier de basket et que ça touche rien sauf le filet, ça fait switch. Ou le silence, j'aime bien le silence. Quel est le son, le bruit que tu détestes? La voix de Marine Le Pen, peut-être. La voix, le fait sonore, le fait d'entendre, en fait. Ouais. En fait, le bruit que je déteste, c'est entendre les cons parler. C'est ça. Bah, tu dois souvent être Ouais. gêné. Souvent être énervé. Quel est ton juron, gros mot ou blasphème favori? Négro. Négro. C'est pas mal. S'il fallait un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Davidson. Davidson. Bien. Davidson, ce serait lourd. Quel est le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Policier. Policier? J'aurais pas aimé être représentant des forces de l'ordre dans le contexte dans lequel on est. Je pense que c'est un métier respectable, mais qui est pratiqué par beaucoup de gens non respectables. C'est-à-dire que... Et je pense que c'est un effet
sur les gens en tant que genre quelqu'un qui est respectable et qui côtoie ces gens, ça a un effet sur lui. Et c'est le métier que j'aurais pas aimé faire. Quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? En Occident, je dirais un chat ou un chien. Parce qu'ils sont bien. Parce qu'ils sont bien, ils sont plus respectés que certains. Pas en Côte d'Ivoire. Hein. Non, non. Non. En Occident, les chats et les chiens ils sont plus respectés que certains êtres humains. C'est vrai. C'est-à-dire ouais, un chat ou un chien. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire? S'il existe, j'aimerais l'entendre me dire c'est que c'était un test. J'aimerais lui dire, t'inquiète, c'était un test. La vraie vie, elle commence maintenant. C'est très beau. Merci. Et bien sur ces belles paroles, je vais te demander quand même où est-ce qu'on peut te voir. Je sais que tu es en tournée en ce moment. Ouais. Et que... Mais on peut me voir le 13 juin à la Cigale, qui est D'accord. déjà complet. Donc je vais attendre Bravo. tout le monde, merci. On peut me voir, je vais annoncer les dates très vite sur les réseaux sociaux. Comme la tournée commence en octobre. D'accord. Sinon, avant ça, y a la Cigale. Après, on pourra me retrouver au BET à Los Angeles. Ça, on va l'annoncer. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup, Joker. Merci à toi, C'était un plaisir. Rokhaya. Merci. J'espère à bientôt. À très vite. BET Talk, c'est terminé. On se retrouve dans 15 jours et je vous laisse d'ici là avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BET. Salut!